C'est une phrase qui n'a assurément pas fini de faire jaser les régimes des tirailleurs sénégalais quand ils étaient dans les casernes, avaient droit à des desserts pendant que d'autres Africains n'en avaient pas. Auteur Macky Sall, président de la République du Sénégal, à la présentation d'un livre reprenant certains de ses discours dans un contexte social des plus clivants. Ces propos ont provoqué l'ire de plusieurs politiques, mais aussi d'une bonne partie de la presse. Mais pour le chef de service communication du président, il s'agit d'une boutade et toute intention de faire l'éloge de quelque épisode colonial que ce soit est exclu. Y a-t-il eu autant de sympathie et d'amitié entre les tirailleurs sénégalais et la France colonisatrice? Le président sénégalais a-t-il des manques en ce qui concerne l'histoire de son pays et de son peuple, comme l'estime des opposants à son régime? Qu'a voulu dire concrètement le président Macky Sall? Cette polémique est-elle opportune à moins d'un an de la présidentielle? Enfin, quel regard porte-t-on aujourd'hui sur ce sombre épisode qu'est la colonisation et ses corollaires? Colonisation française en Afrique, les tirailleurs sénégalais effectivement privilégiés. Ce sera le premier thème retenu pour ce numéro de Angle de Vue, votre émission consacrée aux faits marquants de l'actualité sur le continent africain. Ensuite, on reste au Sénégal où la fronde dans les universités et les manifestations quasi quotidiennes des étudiants dans plusieurs villes du pays ont contraint le président Sall à réagir. Il a annoncé une augmentation des bourses et une baisse du prix des repas dans les universités publiques du pays en faveur des étudiants. Ces derniers étaient en grève depuis la mort d'un des leurs au cours d'affrontements avec la gendarmerie. C'était le 15 mai. Ces mesures semblent rassurer le syndicat national des étudiants qui, à la suite d'une rencontre avec le président, a décidé de la reprise des cours à l'université de Dakar. Les cours ont-ils pour autant repris dans les autres universités du pays? Qu'en est-il de la plateforme revendicative des étudiants? Que faire pour que ces difficultés souvent chroniques soient réglées pour de bon à moins d'un an de la présidentielle? Nous ferons un point de la situation politique si le temps imparti à cette émission le permet. Sénégal, fronde estudiantine, les mesures du président Macky Sall suffisantes? Second thème du jour à toutes et à tous. Bonjour et merci de nous retrouver. Propos polémiques du président Macky Sall sur la colonisation. On en parle juste après ceci. Sur ce plateau, aujourd'hui avec nous, Aimé Tiefa, bonjour. Bonjour. Sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. Face à vous, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Écrivain, vous êtes expert en communication politique. Messieurs, vous avez suivi les propos du président Sall. Lamine Cissé, dans quel contexte situez-vous cette sortie? Laquelle? Par rapport à ces propos, notamment sur les tirailleurs sénégalais. Non, mais je crois qu'il s'est totalement trompé. Il s'est totalement trompé. Ensuite, ses propos ont tendance à dénaturer l'histoire. Parce que, vous savez, le Sénégal, c'était la capitale de l'AOF, Afrique occidentale française. Francophone. Donc, même les Béninois, on les appelait les tirailleurs sénégalais. Ceux qui sont venus partout ailleurs, c'est de Dakar, on les embarquait pour la France. Donc, ce sont des tirailleurs sénégalais. Donc, il y a les Congolais, il y a les Béninois, etc., etc. Mais bon, il y a au Sénégal ce qu'on appelle les 4 communes. Il y a le Thiès, Dakar, Rufisque, Saint-Louis, étaient considérés comme... Ceux qui sont nés là-bas étaient considérés comme des Français. Donc, ceux qui étaient dans l'armée et qui sont originaires de ces endroits-là, on les traitait comme des Français. Ils mangeaient le repas et prenaient le dessert. Mais le reste... les tirailleurs mais étaient traités comme tels. Donc ça n'a rien à voir avec dire que... Ça veut dire que les Français sont venus nous vendre, ils sont venus nous coloniser avec toutes ces conséquences, mais ils nous ont bien traités parce que ventre plein, nègre content, quoi. Voilà, Lamine Cissé. Est-ce qu'on ne devrait pas relativiser ces propos, Aimé Tiefa, la publication d'un livre? C'est une occasion, par exemple, pour faire une blague. Oui et non. Oui, parce que, bon, il s'agit d'une activité intellectuelle, donc le chef de l'État peut se défouler dans un contexte où il peut se permettre un peu d'hilarité. Mais c'est important parce que, quelque part, c'est un moment solennel pour raconter l'histoire. Et on ne trafique pas l'histoire, on ne s'amuse pas avec l'histoire. Un peuple sans histoire est comme un corps sans âme.
et qui parle de l'histoire d'un peuple, et qui plus est d'un continent, parce que M. Cissé l'a rappelé tout à l'heure, quand on parle de tirailleurs sénégalais, c'est seulement tous les soldats de l'époque de tous les pays colonisés par la France et qui ont prêté leur bras, et, leur intellect, leur savoir-faire, leur force physique pour défendre la mère patrie ou la métropole qu'est la France. Alors, lorsqu'on veut parler de tout cela, en tant que président, pas seulement du Sénégal, mais en tant que président d'un pays qui, par le passé, était le lieu, le siège, forcément de transition de tout peuple colonisé par la France pour pouvoir se rendre là-bas en ce moment, il faut faire attention. Comme des morceaux choisis, les mots doivent être choisis compte tenu de la solennité de l'événement et du temps, et on doit pouvoir arriver à démarquer les blagues de tout autre propos qui pourrait porter à confusion ou à une mauvaise interprétation quelconque que ce soit. Voilà, le ministre conseiller du chef de l'État parle de boutade. Nous allons suivre ses propos. Et ce sont des propos suivis de ceux d'un historien. Nous allons suivre et revenir. C'était de la boutade parce que c'était juste une manière de dire que la résistance ou les résistances multiformes au Sénégal ont imposé quand même du respect pour les Sénégalais. C'était uniquement ça. Mais il n'y a aucune intention de faire l'éloge de quelque épisode colonial que ce soit. Ce qui importe aujourd'hui le plus, c'est d'avoir une capacité mémorielle pour ne pas oublier cette histoire. Les tirailleurs sénégalais étaient largement discriminés par rapport aux soldats français dans les unités dans lesquelles ils étaient. Le combat pour l'égalité des pensions a été un combat extrêmement important après la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, de fait, les tirailleurs sénégalais n'avaient pas de tiramisu, pas de mangue et pas de loukoum. Je ne sais pas à quelle mouche a piqué Macky Sall pour dire ça, mais on est assez surpris en fait de ces propos. C'est un message qui est extrêmement provocateur. Moi, je pense aussi qu'il y a un côté un petit peu indécent de la part de Macky Sall, et notamment vis-à-vis des familles, des familles qui ont combattu pour obtenir une égalité des pensions, dont certaines sont encore dans le dénuement aujourd'hui. Donc on est très très surpris de ces propos. Et de dire que les tirailleurs sénégalais à qui on aurait offert des desserts, alors on ne sait pas si c'est, on ne sait pas quand c'est absolument pas contextualisé, mais c'est très clairement une erreur historique, c'est un contresens. Ça s'inscrit dans un propos, alors on peut dire un peu des gros mots qui fâchent, mais dans des propos quasiment révisionnistes. Lamine Cissé. Au camp de Thiaroye, ces tirailleurs qui demandaient leur dû ont été massacrés. Fusillés. Ousmane Semben, paix à son âme, a fait un film là-dessus. Mais je crois que cela est révélateur un peu de la faiblesse de Macky Sall. Comment donc? Devant les Français. Notre économie est contrôlée par les Français aujourd'hui. Il est à l'antipode du président Wade, qui a arraché 90% de nos avoirs dans les mains des Français pour faire des partenariats gagnant-gagnant. Il est revenu, il a tout donné, il a tout remis, et il veut même remettre tous nos pétroles aux Français et nos gaz. Je comprends, c'est comme ça. Tout ça là, c'est pour le fauteuil, le pouvoir. Je dois m'asseoir et sacrifier mon peuple. Pourquoi banaliser l'histoire africaine à ce niveau-là, un chef d'État à son niveau? Franchement, c'est pas sérieux. M. Tchefa, est-ce que par rapport à ce que nous venons de suivre, la défense du ministre conseiller, LHKC, et les propos de l'historien, est-ce que selon vous, c'est compréhensible? Non, les propos de l'historien sont plus fondés. Il est un scientifique et il a pris toute la distance qu'il faut. Il a restitué les faits en l'état tels qu'ils étaient. Je vous ai dit, surtout dans une science comme l'histoire, il ne faut jamais dénaturer les faits. Jamais. Alors, quand vous prenez le président Macky Sall, vous avez vu son ministre conseiller, qui d'ailleurs est un ancien journaliste, a été obligé de préciser que c'est une boutarde. Alors, puisqu'ils l'ont précisé comme cela,
il faudrait qu'on s'en tienne à cela. C'est-à-dire dire que c'est une boutade de la part du chef de l'État, c'est une façon déguisée de présenter des excuses pour lui. Et si des excuses ont été présentées, c'est que quelque part, on reconnaît que le tir est mal parti. En principe, des conseillers comme Kassé et même d'autres parce que le Sénégal regorge de beaucoup d'historiens de bonne facture, ces différentes personnalités et ces cadres techniques devraient plutôt encadrer le chef de l'État, lui dire ou attirer son attention sur ce qui est disable et ce qui n'est pas disable à des moments aussi solennels que celui-là. Voilà. La question coloniale reste sensible aussi bien au Sénégal que dans le reste de l'Afrique. Lamine Cissé, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer autant d'années après cet épisode-là? Donc, vous savez, la colonisation, c'est le prolongement de l'esclavage. C'est des millions de nos braves valides qui ont été jetés dans la mer. C'est le détournement de l'Afrique vers sa destinée. Nous avions des royaumes, l'Empire du Mali, le royaume du Gabou, etc., qui étaient en train de se développer d'une façon endogène. Ils sont venus, ils ont falsifié l'histoire, ils nous ont colonisés, ils ont voulu nous assimiler pour dire que nous n'existions pas, nous n'avions pas de civilisation. C'est tout cela qui est en jeu. C'est tout cela que Macky est en train de mettre dans la poubelle par sa déclaration. C'est extrêmement sérieux et important. Vous savez, si un peuple ne connaît pas son histoire, il ne saura pas là où il va. Parce que nous pensions que nous sommes en train de perdre nos repères, nous sommes en train de nous gérer dans les repères des autres. C'est ce qu'on appelle, c'est pourquoi on dit qu'il faut la réhabilitation des valeurs endogènes africaines pour que nous inventions notre propre méthode de développement. On ne peut pas nous développer dans la façon des autres. L'histoire est passée, c'est passé, d'accord, mais il ne faut pas mettre la plaie dans l'histoire. Comment dire, le couteau dans la plaie de l'histoire. Peut-être qu'il est là, ouverte, cette plaie-là, mais il faut que nous ayons des dirigeants véritablement panafricanistes qui pensent que par eux et par le peuple, nous pouvons inventer notre développement et aller vers le développement des peuples. Quand nous pensons que c'est les Blancs qui doivent continuer à nous coloniser, c'est comme ça, parce que tout simplement, le fauteuil présidentiel doit être maintenu, c'est tout. Mais Tchefa, est-ce que ces propos du président Macky Sall peuvent être rattachés à son mode de gouvernance ou au développement du Sénégal? Au développement du Sénégal, non. Ça, c'est clair. Mais à son mode de gouvernance, c'est possible. C'est possible. Et puis, je ne dirais pas que le président Macky Sall est un inculte, puisque c'est un intellectuel. C'est un intellectuel. Je crois qu'il sait beaucoup de choses, non seulement du Sénégal, mais de l'Afrique. Et que peut-être c'est une blague un peu trop mal partie. Sur ce coup-là, il ne devrait pas blaguer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de son pays à lui. Il s'agit de toute l'Afrique noire, colonisée par la France. Et je me permets de revenir sur une question importante que vous avez posée à M. Cissé. Je fais partie de ceux qui pensent que la colonisation ne nous a rien apporté de bon. Qu'est-ce qu'elle nous a apporté de bon? À nous mettre en cravate, en costume, à parler français. Et vous avez vu qu'en Afrique, en tout, nous sommes les derniers. En tout. Et les peuples qui sont dits développés aujourd'hui sont les peuples qui n'ont jamais été colonisés. Parce que lorsque vous êtes colonisé, en définitive, surtout pas la France, ou comme le dirait l'autre, surtout pas ceux-là, c'est une forme de colonisation qui commence toujours par le déracinement culturel. On vous arrache toute votre culture, on fait de vous ce que vous n'êtes pas, et on fait de vous ce que vous devez être pour que ce soit bien pour eux, pour qu'ils vous transportent donc en bête de somme pour le bien. Absolument. Et en définitive, lorsqu'on a affaire à des gens de considération qui touchent directement à la psychologie des gens, parce que vous avez su dire, pour des faits qui se sont produits il y a longtemps, que vous et moi n'avons pas vécu, pourquoi ne pas en évoquer aujourd'hui? Parce que ces faits ont été beaucoup plus douloureux. Ces faits ont été quelque part le facteur explicatif de notre sous-développement. Ces faits ne nous ont rien apporté de bon. Et vous savez que les mauvais souvenirs
autant se garder de les évoquer plutôt que de ressusciter de vieux démons qu'on a eu du mal à exorciser et qui, quelque part, dormaient dans le souffle de l'Afrique. Cette Afrique qui doit donc connaître la Renaissance, le renouveau, et que d'ailleurs le monument de la Renaissance est au Sénégal. Donc lui, il n'a pas le droit de dire ça, à mon avis. Voilà, l'ouvrage du président qui regroupe la plupart de ses discours, à moins de nom de la présidentielle. Est-ce qu'on peut dire que la bataille pour la course à la succession du président est lancée? La plupart de ces discours qui n'ont jamais été respectés. Moi, à sa place, je n'aurais pas publié le roman là. Parce Pourquoi? que quand vous suivez le président Macky Sall, tous ses engagements, dans sa phase de candidat, les 90% ne sont pas respectés. Il est allé au-delà. Si vous êtes dur avec le président Macky Sall. D'abord, je suis un panafricain, je suis un Africain, je suis un Sénégalais pur et dur. Depuis mes 17 ans, je me bats pour le développement de mon pays. Et je n'ai jamais été aussi malheureux de voir comment mon pays est gouverné que par cette gouvernance-là. J'étais dans la coalition avec le président Wade. Mon parti était en coalition. Mais je n'étais pas toujours d'accord avec les méthodes de Wade. Et là où je suis d'accord avec lui, je dis je suis d'accord. Là où je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais Wade est un panafricain. Wade, quoi qu'on lui reproche, c'est quelqu'un qui aime profondément le peuple sénégalais. Il a prouvé en chasse, bon, il faut que je modère un peu mes mots, en disant aux Français, vraiment, ça suffit quoi. Il a pris le port, il a donné ça à Dubaï, votre port. Il a cette base militaire qui était au Sénégal, il a nationalisé ça. Ok? Wade il est allé beaucoup plus loin en disant qu'il faut que l'Afrique se décolonise par la méthode de gouvernance. Nous sommes colonisés par notre méthode de gouvernance. D'ailleurs, ce que vous voyez, la gouvernance, la structure même de la gouvernance, mais elle est colonialiste. Elle est coloniale. On n'a rien inventé. Et maintenant, si nous prenons toutes nos ressources, notre matière première, tout ce que nous faisons, c'est dans la main des Français. Au Sénégal aujourd'hui, dans la communication, au port, dans la construction, c'est les Français qui prennent tout. Et si ce président-là se permet à faire ce discours-là, alors que nous sommes en train de traîner les conséquences de la balkanisation de l'Afrique aujourd'hui, où l'Union africaine, tous les peuples à travers la CEDEAO, on est en train de recoller les morceaux, mais c'est dramatique. Est-ce qu'on ne devrait pas dissocier un peu les choses, Métiefa? Est-ce qu'on ne devrait pas, pourquoi pas, ne pas faire confiance à des Français si leur expertise dans les domaines cités sont avérées? Ah, parce que par le passé, on leur avait fait confiance et cette confiance n'a pas produit de résultats. C'est tout. C'est parce que ce n'est pas pour la première fois. C'est-à-dire, si un fait devrait se produire une première fois, le problème ne se pose pas. Mais toutes les fois où confiance a été faite, le résultat n'a pas été bon. Et lorsque vous avez affaire, on dit même dans plusieurs cultures africaines, lorsque vous connaissez le gaucher, vous ne pouvez pas admettre qu'il mange mieux que vous, puisqu'il s'agit de manger avec la main. Donc, et puis, M. Cissé le disait tout à l'heure, le président Wade a un grand avantage qu'il n'a pas souligné et qui a fait de lui ce qu'il est. Il est un fin connaisseur de la France. Le président Wade sait tout de la France. Il a tout fait en France. Disons que c'est un Français déguisé. Alors, si vous vous rapprochez de votre vis-à-vis et vous le connaissez entièrement et totalement, vous avez la facilité de le calculer et de le prévoir. C'est progressivement que le président Sall aussi va apprendre, puisqu'il est en apprentissage. Ce serait prétentieux de faire la comparaison entre la culture du président Wade et sa culture. C'est son ancien patron, lui-même le sait et le dit, c'est pas moi qui le dis. Alors, donc, c'est pour vous dire que c'est progressivement. Le président Wade, ça ne vous dit rien, il est dans l'enclabus des 100 ans d'âge. Il est dans l'enclabus des 100 ans d'âge, c'est un ancien. Ce sont des gens qui peuvent vous parler de colonisation en citant nommément des acteurs, des dates, des périodes, des événements, des faits, sans livre. Tout est plutôt dans leur cœur et non dans leur tête. Parce qu'ils ont vécu les événements. Ne pensez pas que c'est quelqu'un qui est né en 60, le président Wade. Pas du tout, il n'est pas un enfant. Il a 92 ans. C'est l'un des anciens. C'est-à-dire dans 8 ans, il va boucler un siècle. Et il tient debout sur ses deux jambes
aucune de ces facultés de raisonnement n'est sclérosée. Absolument. Donc, lorsque vous avez des gens comme ça qui quasiment sont des génies, pas seulement sur ce continent et même ailleurs, il faut savoir puiser de leur sagesse, quoi. Et on ne peut pas parler de l'histoire de la colonisation française en omettant le Sénégal, parce que tout serait parti de là également pour l'Afrique de l'Ouest, quoi. Voilà, je reste avec vous, Ebetchefa, ou la Non, il a été un mauvais élève, c'est tout. Ah bon. Voilà. Il a assumé 8 ans de gouvernance avec le président Wade. Il a été un mauvais élève. Qui l'aurait fait? Voilà. Le président Wade, qui l'aurait fait? Par rapport à la communication présidentielle, sortir un ouvrage à quelques 8 mois de la présidentielle, quel en est le but selon vous? Ah bon, là, nous allons conjecturer. Si nous sommes à 8 mois de joutes électorales, à grands enjeux, puisque vous savez, la gouvernance du président Macky Sall est très critiquée, remise en cause sur plusieurs points. Donc, il a beaucoup de choses à expliquer. Vous savez bien qu'en matière de conquête de pouvoir politique, lorsque vous n'êtes pas encore au pouvoir, c'est facile pour vous d'inventer des arguments, d'attaquer. Mais une fois que vous êtes au pouvoir et que vous avez un bilan que vous devez défendre, surtout face à des gens qui ne sont pas au pouvoir, c'est extrêmement difficile. Vous l'avez vu avec le président Sarkozy, vous l'avez vu avec le président Hollande, qui, dans le face-à-face, avait du mal à balayer du revers de main tout ce que le président Sarkozy sortait. Et vous avez vu que c'est la seule peur de ne pouvoir défendre son bilan qui a fait qu'il a très tôt jeté l'éponge pour ne même pas être candidat, ouvrant ainsi la voie au président Macron. Alors, lorsque le président Macky Sall s'est donc retrouvé dans une situation du genre, à travers un ouvrage, il peut parler, il peut s'expliquer. Je n'ai pas pu faire ci parce que, j'aurais dû faire ci parce que, et là c'est comme un pamphlet, un chapelet d'intention qu'il a eu, n'ayant pas encore exercé le pouvoir d'État au plus haut sommet, parce qu'il a été aussi Premier ministre de président Wade. Tout à fait. Donc, bon, je croyais que, mais à la réalité des faits, voilà la situation dans laquelle je m'étais retrouvé, je n'ai pas pu. Et disons que c'est une sorte d'épanchement, c'est un exercice d'épanchement. Un chef d'État, encore au pouvoir, ne saurait écrire parce qu'il a envie de faire son bilan ou d'apporter quelque chose. Il peut écrire surtout pour s'expliquer sur un certain nombre de points parce qu'il a envie de rempiler. Sa candidature est reconductible puisque la Constitution lui donne le droit de se porter encore candidat. Je peux supposer que c'est donc dans cette perspective qu'il a l'insigne courage de produire cet ouvrage, parce que surtout en politique, quand vous produisez un ouvrage, attendez-vous à des répliques. Et là, ce ne seront pas seulement les critiques littéraires qui vont faire ce travail, mais beaucoup plus les critiques politiques. Mais tout à fait. Je crois que Maître n'a pas suivi la sortie du roman. Il a sorti le roman pour dire qu'il a fait un bilan au Sénégal qu'aucun chef d'État n'a fait. C'était ça, justement. Mais c'est pour s'expliquer. Non. C'est pour dire que son bilan, ça parle quoi. Mais il défend son bilan, justement. Oui, d'accord. Tu dois défendre un peu, mais dans la modestie. Il dit qu'en 7 ans, il a fait ce qu'aucun chef d'État n'a fait au Sénégal. Il est en train de s'expliquer. Il bombe la poitrine. Alors que c'est aujourd'hui où la vie est très difficile au Sénégal, où les Sénégalais s'en sortent très difficilement. Le développement là est où? Ce n'est pas dans le panier de la ménagère, ce n'est pas dans la poche des Sénégalais. Est-ce que la prospérité partagée n'est pas un mal? L'autosatisfaction pour un chef d'État est très dangereuse. Vous dites que le panier de la ménagère au Sénégal, ça ne va pas. Mais le problème c'est encore pire. Le même problème se pose à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pourtant, les chiffres, les indices de développement de la Côte d'Ivoire sont excellents. Nous, on fait par comparaison. Non, aujourd'hui à Abidjan, on ne peut pas comparer Abidjan de Gbagbo et Abidjan il y a des avancées. Mais au Sénégal, quand on veut comparer le régime Wade et le régime de Macky Sall, nous ne voyons pas quelle différence il a apporté. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'un chef d'État de l'autosatisfaction, c'est extrêmement dangereux. Il faut qu'on soit modeste. La modestie, j'ai fait ce qu'aucun chef d'État a fait au Sénégal.
Mais à qui il s'adresse à qui? Alors que dans tous les secteurs, les travailleurs, les étudiants, tout le monde est en train de réclamer paye-moi, paye-moi, paye-moi. Ils ont dit qu'ils sont en liquidité, il y a l'argent. C'est 7% de développement. L'argent est où? Vous savez, c'est vrai, c'est 7%, je suis d'accord avec eux. Mais tout est sorti. Parce que ceux qui viennent apporter de l'argent pour financer, après ils prennent l'argent et s'en vont avec. Les Sénégalais sont restés affamés. C'est ce mode de gouvernance qui n'est pas bon pour le développement local. Le développement endogène n'existe pas. Les chiffres sont là, les gens viennent, et puis ils apportent tous. Ce développement-là, on a besoin de ça. Il faut que le président Macky soit humble. L'humilité, c'est très bien. Et de savoir que tous les chefs d'État, tous ceux avec qui il a travaillé, ce sont ses amis, ses frères, etc. Il n'a qu'à ouvrir le dialogue. Il n'a qu'à tendre la main aux autres. Il n'a qu'à appeler les autres. Il n'a qu'à savoir que personne n'est contre lui. On est contre sa manière de gouverner. Celui qui t'aime là, c'est celui qui te dit, mais la manière dont tu gouvernes, je ne suis pas d'accord. Mais celui qui t'applaudit tout le temps là, tout ce que tu fais, c'est bien, mais il est entouré des gens qui sont en train de le plomber, c'est tout. Voilà, votre avis est clair. Vous avez parlé de la situation des étudiants. Nous allons en parler dans cette émission. Nous allons donc clôturer la première partie de cette émission, cap sur les problèmes sociaux et la situation politique. Pourquoi pas? Ce sera après l'intermède. Sénégal, fronde estudiantine, les mesures du président Macky Sall suffisantes. Le débat se poursuit avec vous, messieurs. Lamine Cissé, Aimé Tchefa, la fronde dans les universités, c'est visiblement un phénomène assez récurrent partout sur le continent. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Vous savez, je vais dire, le système éducatif africain souffre de beaucoup de maux. Dans tous les pays, il y a eu les états généraux de l'éducation. Et pour m'en tenir à l'université, puisque c'est de cela que nous parlons, d'abord, nos universités, du jour au lendemain, ont connu une grande croissance en termes de nombre d'inscrits. Le tout premier problème auquel les dirigeants sont appelés à faire face, et d'ailleurs font face au quotidien, c'est la massification. Vous allez voir des amphithéâtres construits pour héberger, pour abriter ou recevoir dès le départ une centaine d'étudiants. Rapidement, vous voyez 300, 400, 1000 jusqu'à 2000. Quand moi j'étais étudiant, on venait à 4 heures pour réserver de places. Et malgré cela, on s'asseyait sur des briques. Et puis, lorsque vous arriviez à avoir une place, vous êtes très distant du professeur. Il faisait son cours dans un micro. Malgré cela, on l'entendait difficilement. Les services de l'université, tels que le transport, un bus de 75 places est pris par plus de 100 étudiants. Les services tels que la restauration universitaire, vous devez faire de longues files, attendre pendant des heures avant d'avoir droit à la nourriture. Donc, aucun service à l'université n'est sans problème. Les étudiants revendiquent sur le fait d'avoir une bibliothèque moderne plutôt qu'un musée. Vous savez, surtout dans le système LMD aujourd'hui, la connexion Internet est très importante. Dans le LMD, les cours ne sont pas dépouillés parce que vous disposez d'une masse horaire qui n'est pas dense. 20-25 heures pour transmettre des notions, ce n'est pas possible. C'est pour ça que vous devez renvoyer les apprenants vers des recherches. Ils ne peuvent pas faire de la recherche sans Internet. L'Internet n'est pas un luxe aujourd'hui à l'université. Et l'Internet de bonne qualité parce qu'il y a beaucoup de documents à télécharger. Vous, enseignants, vous devez télécharger et leur remettre. Et lors des exercices, ils doivent s'appuyer sur ces documents qui les renvoient vers d'autres qui doivent télécharger. Donc, tout est défi. Héberger les étudiants dans des cabines universitaires, tout est défi dans nos universités. Dans de pareilles conditions, les étudiants sont en droit de revendiquer à travers des mouvements sociaux, mais bien entendu contrôlés. Il ne doit pas avoir d'actes de vandalisme. Il ne doit pas avoir un manque de respect à l'autorité, puisque l'autorité incarne la puissance publique. Et ce que vous revendiquez, c'est la puissance publique qui doit vous répondre.
Et celui à qui vous êtes en train de déposer votre plateforme revendicative aussi a été étudiant. Et c'est donc à peu près les réalités, puisque lui-même les a vécues, même s'il y a quelques changements aujourd'hui. Alors, et c'est l'université qui forme les cadres. Et il n'y a pas de développement sans recherche scientifique. Vous voyez, chez les Occidentaux, tous les problèmes qui se posent deviennent des raisons évidentes pour que le chercheur se retrouve en même temps au laboratoire, commence par travailler pour apporter des solutions. Et si le système universitaire d'un pays est bancal ou négligé, déjà cela prédispose de quel développement ce pays-là peut se retourner après. Absolument. Donc je crois que ce sont des revendications qui sont fondées, mais qui doivent être traitées dans un cadre particulier, parce que l'on ne saurait aussi répondre à tout cela, parce que les moyens ne sauraient exister à volo. Il y a également la santé, l'agriculture, la diplomatie, il y a tout. Tout est défi en Afrique. Voilà. Alors au Sénégal, à la base, c'était le retard dans le paiement des bourses qui a été décrié, mais la mort de Fallou Sène, jeune étudiant de 25 ans, a envenimé la crise. Votre avis déjà sur cette crise qui prévaut au Sénégal, Lamine Cissé? Oui, je crois que je comprends, parce que sous le président Wade, il y avait aussi un étudiant qui a été tué. Sous le président Macky Sall, il y a 2 étudiants déjà qui ont été tués. Et je crois que c'est ce qui a... Mais c'est le délai. Ils étaient d'accord qu'au 5 de chaque mois, ils vont payer les bourses. Et ça n'a pas été payé. Vous savez, quand l'étudiant a été tué, le lendemain, excusez-moi, le lendemain, ils ont commencé à payer les bourses. Donc, il y a des responsabilités. Au niveau de la gestion même des universités, je crois qu'il faut que la gouvernance puisse contrôler. Il y a beaucoup de mafia dans la gouvernance au niveau des universités. Ça, les étudiants le savent, nous savons ce qui se passe. Donc, c'est à cela-là. Maintenant, le problème qui se pose est que le malaise est profond. Quand à chaque fois que les étudiants revendiquent il y a mort d'étudiants, il faut arrêter cela. Il faut qu'on arrête cela. Et là, on peut se lier un peu à la gouvernance des forces de l'ordre. Parce que si les forces de l'ordre sont, d'une part, ils ont dit c'est de la légitime défense. Je ne suis pas là-bas pour apporter des appréciations. L'amitié, sur les images qu'on a vues, on a vu des jeunes qui avaient des pierres, qui lançaient des pierres contre les forces de l'ordre. Nous avons été témoins personnellement de manifestants qui n'hésitaient pas à jeter des pierres, où des forces de l'ordre reçoivent ces pierres. Non, c'est dramatique. C'est dramatique. Voilà, donc... C'est dramatique, il n'y a pas d'excuses. Nous, ce que nous voudrons est qu'on essaie que justice se fasse par rapport à... Et que cela ne se passe plus au niveau de l'université. Voilà. Je crois que c'est la revendication fondamentale des étudiants. Mais bon, apparemment, je suis en train de voir que la main politique est entrée dans cette gestion. Ils sont en train d'être divisés. Et ça, c'est dramatique, quoi. Voilà, on va en reparler. Je reste avec vous, Aimé Tchefa. Est-ce que aujourd'hui l'annonce du président d'augmenter les bourses et une baisse du prix des repas dans les universités publiques du pays, est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. La bourse était à 36 000, il a promis à 40 000, c'est passé à 40 000. Et puis redoser la ration de chaque étudiant, mais ça ne suffit pas. Parce que je connais un peu les universités sénégalaises, que ce soit Cheikh Anta Diop ou Saint-Louis, la plupart, Gaston Berger, la plupart de ces universités, les étudiants ont des problèmes pour se loger. Vous allez voir, il y a de l'insalubrité. Absolument. Un petit lit, vous allez voir 2 étudiants dans un petit lit. Et puis, il y a le problème d'hébergement, à mon avis, qui est très important. Ensuite, le problème de l'Internet. La connexion doit être de bonne qualité. Absolument. Vous ne pouvez pas faire le LMD sans connexion Internet. Je continue par le dire. Le LMD, ce n'est plus les bibliothèques physiques où il faut venir s'asseoir du matin au soir. Non, ce n'est plus forcément ça. Beaucoup de documents doivent être soft parce que le transport est facile. L'étudiant peut copier les différentes parties dont il a besoin pour citer un auteur et puis mieux utiliser. Je crois qu'il faut, le président Sall doit faire l'effort d'ajouter ces 2 compartiments, c'est-à-dire
construire plus de cabines universitaires. Des cabines sont en construction. Oui, les cabines sont en construction. Il faut vite les achever, les inaugurer. Ça ne suffira jamais. Ça ne suffira pas parce que ce sont de grandes universités. Ce sont de très grandes universités. Des universités qui aujourd'hui font plus de 28 000 étudiants inscrits. Vous imaginez ce que cela représente. Et ensuite, la connexion Internet. Un gros défi. Donc, il faut que ce soit disponible. De gros défis. Si, disons, le problème de bourse quelque part, parce que 40 000 francs à la fin du mois à Dakar, je vous jure, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est quelque chose pour l'étudiant qui est conscient. Et puis d'ailleurs, quand on est étudiant, on vous donne la bourse. Ce n'est pas... Vous ne devez pas tout mettre dans votre ventre. La bourse, c'est aussi d'abord pour acheter des livres. C'est pour acheter de la connexion. C'est pour acheter de la connaissance. C'est pour prendre part à des forats, s'inscrire sur Internet, aller à la recherche de la connaissance. Bien évidemment, vous avez besoin de manger pour pouvoir faire tout cela aussi. Donc, la bourse à 40 000, d'accord, c'est quelque chose. Et ensuite, la ration alimentaire, c'est quelque chose. Il faut penser à faire que les étudiants soient mieux hébergés parce que nous voyons Dakar, mais beaucoup d'étudiants viennent de villes ou de régions très éloignées de Dakar, qui n'ont personne à Dakar et qui, s'ils ne sont pas logés à l'université, n'ont nulle part où vivre. Ce n'est pas une blague ce que je vous dis. Donc il faut penser à ces deux compartiments de solutions à apporter aux deux autres. Et là, je crois que le président Macky pourrait souffler un peu avec les étudiants, ne serait-ce que 2 ou 3 ans. Voilà. Alors, le président Macky, en plus de la demi-bourse de 18 à 20 000, de la bourse de 36 à 40 000 et des instructions fixant les délais, on va en parler au plus tard, le 5 de chaque mois. Est-ce que on voit qu'il y a la volonté présidentielle, il y a l'injonction, mais est-ce que ce n'est pas dans la pratique que les responsables auxquels on délègue ces responsabilités-là ont des difficultés? Moi, la parole du président Macky, les promesses, il y a un problème. Les promesses ne sont jamais tenues. Ça pose un problème énorme. Sinon, il a pris des décisions qui sont salutaires. Hein. Il faut aller... Vous savez, le président a beaucoup fait pour les universités. Hein. Gaston Berger, Saint-Louis, tout ça. Là, c'est lui qui a construit pour décentraliser un peu, désengorger Dakar. Mais comme il l'a dit, chaque année, le pléthore est là. Chaque année. C'est un travail énorme qu'il faut... Et quand le domaine de la santé et de l'éducation n'est pas pris en compte sérieusement par un gouvernement, c'est vrai. On va aller vers le développement commun. Ça pose un problème énorme, quoi. Voilà. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, au Sénégal, on a l'impression que les organisations d'étudiants ne s'entendent pas, ne parlent pas le même langage. À Gaston Berger, on continue de revendiquer la lumière clairement sur le décès de Fallou Sène et que les auteurs ou co-auteurs soient traduits devant les tribunaux. On veut voir clair dans cette affaire-là. Les cours n'ont pas encore repris, mais visiblement à Dakar, les cours ont repris et comme c'est Dakar qui coiffe en quelque sorte toutes les organisations étudiantines, on a l'impression aujourd'hui que ce n'est pas le même langage. Lamine Tissé, rapidement. Non, l'année blanche, tu sais, ça doit être un souci pour les étudiants. La période n'est pas bonne pour aller au combat. Et ensuite, vous savez, le politique s'est mêlé pour diviser un peu. Quand on voit les étudiants qui sont reçus au palais, leur comportement et... Je comprends leur attitude, mais cette division, peut-être de cette division, ça va permettre aux étudiants de se retrouver. Voilà. Voilà. Nous allons parler politique aussi, messieurs. C'est vrai que nous parlions politique, quoique avec quelques spécificités. Les difficultés de Karim Wade, qui vit aujourd'hui en exil, visiblement, il est en exil, mais continue d'occuper l'espace politique et l'actualité dans son pays, le Sénégal. Nous allons d'abord rapidement, si vous le permettez, messieurs, suivre un homme qui s'est prononcé. Son nom, c'est Domingo Mané. Il est journaliste politique. Il s'est prononcé par rapport au retour possible ou probable de Karim Wade et aux difficultés qu'il rencontre, bien qu'il soit loin, et notamment difficultés aussi en lien peut-être avec son père. Nous allons suivre Domingo Mané. Karim a accepté de partir parce que même si quelque part les tenants du pouvoir ont tout fait pour qu'il parte, je pense qu'il y a aussi un peu de volonté aussi de sa part. Maintenant, il est parti depuis un bon bout de temps.
Maintenant, la présidentielle de 2019 s'annonce, je pense qu'il va revenir. Il va revenir et ce retour-là, comme je l'ai dit une fois de plus, n'arrange pas le camp du pouvoir. Hein, parce que, quoi qu'on dise, Karim Wade, d'abord, c'est le fils de son père. Et deuxièmement, c'est quelqu'un, même étant en prison, a travaillé, a été toujours en contact, n'est-ce pas, avec ses propres militants. Quand vous allez en banlieue, combien de groupements féminins Karim Wade, n'est-ce pas, a financé. Donc ça veut dire qu'il y a une base qui est là. Et ensuite, il y a aussi la base mouride, n'est-ce pas, qui est là. Donc quoi qu'on dise, je pense que le pouvoir en place mesure un peu la force de Karim Wade. C'est pourquoi ils sont en train de tout faire vraiment pour qu'il ne vienne pas. La preuve, même s'il vient d'ailleurs, Karim Wade en venant au Sénégal. Mais il va bénéficier, disons, du soutien indéfectible de son papa. Or, l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, n'eût été son retour lors des législatives, l'opposition n'aurait pas eu ce qu'elle a eu. Donc pour dire qu'encore c'est une force, c'est pourquoi donc on le craint. On le craint. C'est pas parce que c'est Karim Wade, on le craint parce que simplement son papa, disons l'ex-président de la République, a toujours une force dans ce pays. Voilà, messieurs, rapidement, les difficultés aujourd'hui pour Karim Wade, c'est visiblement l'obliger à payer, puisqu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme et une amende, donc l'obliger à payer l'amende. C'est ce qui a été décidé. Un huissier a été commis pour aller devant la résidence, dans la résidence du point E, si c'est bien le lieu, point E. Je parle sous votre contrôle, Lamine Cissé, le Sénégalais. Les difficultés aujourd'hui liées à Karim Wade, et quelles sont-elles selon vous? Non, vous savez, l'affaire Karim Wade est éminemment politique. Hein? Vous savez, la loi de la répression contre l'enrichissement illicite, la CREI, c'est une cour spéciale qui a dit que Karim a fait ceci et cela, et sans convaincre les populations. D'autant plus que 5 francs n'est pas retrouvé jusqu'à présent. Maintenant, il faut s'attaquer au bien du papa, parce que le papa a porté plainte pour dire qu'un huissier est venu vouloir la maison de point E là. Karim a grandi dedans. Macky Sall même venait faire la réunion dedans. C'est pour le papa. Il a été avocat quand il a construit ça. Et un autre immeuble qu'il a... On ne voulait pas saisir. C'est vrai que la défense du président Maître Abdoulaye Wade a été de dire qu'on a voulu lui arracher ces maisons-là, mais visiblement ce n'était pas ça. On voulait, au dernier domicile connu de Karim Wade, lui notifier le fait que, eh ben, il est visé. Et donc, ma question à vous, Metchefa, c'est, ah oui, moi de la présidentielle, on sait que le candidat n'est toujours pas rentré. Aujourd'hui, pourquoi avoir gracié quelqu'un et continuer à le persécuter, en quelque sorte? Parce qu'il était obligé de le gracier. On a fait ce débat ici. Beaucoup de dirigeants sont intervenus, beaucoup de chefs d'État sont intervenus. Le président Macky avait le dos au mur. Il a été obligé de le gracier. Et n'oubliez pas, Karim, c'est son frère, puisque lui-même est le fils spirituel de Maître Abdoulaye Wade, à qui il doit quelque chose. Il doit beaucoup à la famille Wade. Donc, à un moment donné, il a été obligé de gracier son frère. Quel problème il a avec son frère? C'est un problème de pouvoir politique. Si vous enlevez la dimension pouvoir politique, quel autre problème vous voyez entre Karim Wade et Macky Sall? Aucun problème. Et les deux se connaissent bien parce qu'ils ont tous eu à travailler avec le vieux. Mais comme Domingo Mané l'a dit, ne voyez pas Karim Wade, voyez Abdoulaye Wade bis, puisque c'est son père qui lui dira ce qu'il fera. Et il ne peut que bénéficier de l'aura de son père, qui est encore en vie. Et l'autre a su bien le dire à travers cet euphémisme. Il est le fils de son père. Voilà. Pour Maître Kamaté, l'huissier commis par l'État, Lamine Cissé, dernière question donc. Il ne s'agit pas de saisir la maison, mais déposer un recours au domicile connu. Recours demandé par le procureur de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Donc aujourd'hui, la question est simple. Si Karim
n'est pas capable de payer, eh bien, il pourrait retourner en prison. Si Karim était insignifiant politiquement, il n'aurait pas tous ces problèmes-là. Parce que l'État, ils ont peur, ils tremblent. Quand ils entendent le nom de Karim seulement, ils commencent à trembler. Voilà. C'est ça le problème fondamental. Merci beaucoup. Il faut peut-être signaler que Maître Abdoulaye Wade a commis des avocats pour faire un procès pour injure et diffamation à Dakar et aux États-Unis, à Houston, où le président possède une maison, contre donc le président Macky Sall. Ce sera tout déjà pour cette émission. On a l'impression que c'est passé très vite. Vous êtes Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui, métier face sociologue expert en stratégie de développement. Deux thèmes: colonisation française en Afrique, les tirailleurs sénégalais effectivement privilégiés. Nous nous sommes questionnés et en second plateau, Sénégal, fronde estudiantine, les mesures du président Sall, est-ce qu'elles sont suffisantes? Ce sera tout pour ce débat, ce sera tout pour cette émission. Messieurs, merci, à très bientôt sur SICA. Merci.